Tu viens de Mmh. France et que tu as des salaires plus élevés et tu peux faire un levier en Afrique, le coût de construction est plus faible là-bas, donc pour aller dans l'immobilier, ça a du sens. Les marchés intéressants, c'est les marchés où il y a des barrières à l'entrée. Tu vois, le revenu là-haut, ça avait du sens pour aider mes clients à se faire connaître, d'avoir une exposition médiatique. Donc j'ai racheté Le Revenu, le Nouvel Économiste, et je suis en train de créer un pôle média assez important. Moi, ma mission profonde, c'est créer des ponts entre l'épargne et l'économie réelle. Où le jour où le manager a un problème, le décès, la maladie, la prison, l'incapacité, je sais pas quoi, le fonds d'investissement il s'arrête. T'as même plus le droit de toucher à l'argent si le manager est parti. Dans l'entreprise, c'est pas que de proposer en fait du travail au consultant, mais c'est vraiment de lui changer sa vie. Tu arrives, on te coûte du travail, tu vis en France, tu payes tes impôts, etc. On contribue aussi à l'économie de la France. Avec le surplus que tu permets de réinvestir dans le pays, ton pays d'origine. À partir du moment où tu arrives à réaliser le rêve de quelqu'un, en fait, c'est ton meilleur allié. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Invest Mindset. Aujourd'hui, on montre de niveau. On rencontre une personne qui va permettre à la communauté d'avancer et qui va répondre à pas mal de questions et qui va nous permettre, je pense, de passer une étape. Donc aujourd'hui, on reçoit Gaspard. Gaspard, comment vas-tu ? Très bien, et toi Abdoul ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour notre communauté Écoute, avec plaisir. Moi je m'appelle Gaspard de Monclin. Alors, je suis avocat au barreau de New York et au barreau de Londres. J'étais avocat au barreau de Paris, je ne le suis plus parce que je suis devenu entrepreneur. Donc, en fait, j'avais créé un cabinet qui était spécialisé dans la structuration de fonds d'investissement. Ok. Et donner du juridique à mes clients, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. J'ai vite compris, je pense que ça va te parler, et que j'avais besoin de leur donner plus de services, et surtout des services tech, de développer de la technologie au service de mes connaissances juridiques. Donc je suis devenu entrepreneur, j'ai créé une boîte qui s'appelle Overlord. Et Overlord, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des écosystèmes d'investisseurs technologiques et juridiques où un manager d'un club deal va nous dire, bah voilà, j'ai une communauté d'investisseurs et je veux investir dans tel ou tel actif. Et nous, on va tout structurer autour, à la fois l'aspect juridique et l'aspect technologique pour que ce soit simple pour lui, que toute la tuyauterie marche bien, que ce soit légal, que ce soit fluide, que ce soit rapide et le moins coûteux possible aussi, évidemment, pour que l'essentiel de l'argent puisse être investi. Donc, on est vraiment au cœur de plein d'écosystèmes. On accompagne plus de 25 clients par mois aujourd'hui, donc tu as quasiment 300 sur l'année. On va créer 300 structures sur l'année de gens qui investissent dans des entreprises, dans l'immobilier, dans de la crypto, dans des chevaux, dans n'importe quoi. Donc, on voit énormément de thématiques d'investissement et on a développé toute une expertise juridique, technologique et petite parenthèse, j'ai racheté des médias dans l'investissement, tu vois, le revenu là-haut. Ok. C'est parce que ça avait du sens pour aider mes clients à se faire connaître, d'avoir une exposition médiatique. Donc j'ai racheté Le Revenu, le Nouvel Économiste, et je suis en train de créer un pôle média assez important au sein du groupe pour aider mes clients dans leur notoriété et finalement aller un pas plus loin dans l'infrastructure de l'investissement. Moi, ma mission profonde, c'est créer des ponts entre l'épargne et l'économie réelle. Tu vois. C'est dire aux gens, laissez pas l'argent dormir sur des livrets bancaires, ça ne sert à rien. Allez l'investir là où l'économie en a besoin, là où vous aurez du rendement. Faites attention aux arnaques, faites attention aux réglementaires, etc., etc. On le fait avec du juridique, de la technologie et des médias. Ok. Mais donc, pour revenir, elle t'est venue comment l'idée ? T'as vu des clients qui... Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment, tu réponds à un besoin de clients. C'est-à-dire que les clients viennent te voir, ils se disent, bah voilà, je connais rien en droit, ok. Et puis quand tu vois que tu es là en train d'envoyer le énième DocuSign manuellement, tu te dis, c'est débile, une machine le ferait beaucoup mieux que moi. Et il y a 1000 fonctionnalités dont mes clients auraient besoin. Il suffit que j'embauche un développeur, puis une équipe, et on développe cette technologie-là pour simplifier leur vie, leur faire gagner du temps, leur permettre de scaler. Et on a des clients qui lèvent des centaines de millions d'euros. Ouais. C'est l'objectif qu'on a, nous. T'es peut-être pas très loin. À long terme, ouais. On se posait la question, c'est pour ça qu'on voulait te rencontrer, entre autres. Mais j'aimerais bien revenir un peu plus sur ton parcours et après on échangera sur le fonds d'investissement, qu'est-ce que c'est, comment on le met en place, etc. Parce que je me posais la question, avocat à Paris, Londres, international, c'est-à-dire. Ouais, exactement. En fait, j'ai grandi à Paris, un peu entre la banlieue et Paris même. J'ai fait le lycée très classique.
je suis allé à la fac de droit en France. Ok. Donc, j'ai eu mon diplôme de droit en France. J'ai eu mon diplôme d'avocat en France. Et j'ai fait une année, un master à New York, Ok. à Columbia. Une année extraordinaire, tu vois, le campus américain. Tu vois, tout ce que tu payes très très cher, mais tu as énormément de services aussi en face. Donc, c'est vraiment une expérience qui te transforme. Tu rencontres plein de gens. C'est très international. C'est beaucoup de gens vraiment brillants avec plein d'expériences, de carrières différentes. Donc là, j'ai appris le droit américain. J'ai passé le barreau de New York à ce moment-là, que j'ai obtenu. C'est pour ça que je suis avocat de l'État de New York. Et après, je suis allé travailler à Londres. Je suis allé travailler à Londres pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'étais dans un gros cabinet américain, le cliché à la Suits, tu vois, où tu travailles très très tard le soir et tu es content de manger des sushis. Alors qu'en fait, tu viens de facturer 30 000 euros pour ton cabinet et ça leur a coûté 30 euros en sushi. Et voilà, pendant 2 ans, j'ai appris la structuration de fonds d'investissement. Parce qu'en fait, ça ne s'invente pas. Tu l'apprends pas à l'école. J'avais jamais vu ça à la fac, j'avais jamais vu ça aux États-Unis nulle part. J'ai débarqué dans une équipe qui faisait ça par hasard, uniquement parce que c'était Londres et que c'était une belle opportunité financière. Et là, tu te manges le mur les premières semaines, les premiers mois, parce que tu comprends rien à ce qui se passe. Et petit à petit, tu t'intéresses, tu lis, tu poses des questions, tu participes aux formations. Il y a beaucoup de formations. Et là, tu comprends cette machine très complexe qu'est un fonds d'investissement. Qui sont les parties prenantes, la société de gestion, le manager, les investisseurs, le régulateur. Comment est-ce que tout ça vit ensemble? Quel est le modèle économique qui permet de tenir un manager avec ses investisseurs? Comment tu fais pour aligner les intérêts? Et donc, j'ai appris cette grande technicité à Londres. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai quand même une mentalité d'entrepreneur. Je suis un peu frustré dans les grands cabinets parce que tu dois rentrer dans un moule, tu dois te conformer aux attentes de ta hiérarchie, tu dois prendre un ticket, faire la queue pour avoir une promotion dans 10 ans. C'était pas mon truc. Donc je suis revenu à Paris, j'ai créé mon cabinet et là, à l'écoute de mes clients, j'ai grandi la boîte, j'ai construit. C'est comme quand j'ai racheté des médias. Je les ai rachetés parce que mes clients me le demandaient en fait. Je comprenais qu'il y avait un besoin. Donc maintenant, ça a grandi comme ça, ça a grandi assez vite. Et donc Overlord, si on doit résumer, c'est votre leitmotiv, le plan d'action, c'est de... C'est un pont entre l'épargne et l'économie. Voilà. C'est un pont juridique d'abord, technologique ensuite, médiatique enfin. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'investissement, concrètement? Alors, un fonds d'investissement, tu as, on va dire, 2 parties prenantes. D'un côté, un manager, de l'autre côté, des investisseurs. Le manager, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit « Je sais intelligemment investir l'argent. » Parce que je connais le secteur des biotech, parce que je connais la bourse, parce que je connais la crypto, parce que je connais l'immobilier, parce que il vient, il dit, voilà, j'ai cette expertise. Soit j'ai travaillé dedans, soit j'ai déjà investi mon argent dedans, j'ai peut-être été chez un professionnel qui m'a appris ce métier-là, etc., etc. Et toutes les stratégies sont possibles. Vraiment, il n'y a pas de... Si ça fait de l'argent, il y a un fonds d'investissement qui existe derrière. C'est certain. Je suis spécialiste des matières premières, je suis spécialiste de l'achat de l'or, je suis spécialiste de cartes Pokémon, de tout ce que tu veux. Ça, c'est le manager. Il vient avec son expertise. En face, tu as des investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas l'investir. Ou alors qui veulent diversifier, ce qui est assez normal. Quand tu as de l'argent, tu ne vas pas non plus tout mettre sur un seul investissement. Tu vas diversifier. Et comme l'investisseur se dit, bah, voilà, moi, je ne peux pas investir tout seul. Tu vois. Moi, par exemple, je n'investis pas en bourse. Je ne connais pas bien ça. Ce n'est pas mon truc. Mais j'ai de l'argent en bourse que j'ai placé entre les mains d'un manager dans un fonds d'investissement qui l'investit pour moi. Qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va descendre? Moi, j'en sais rien. Lui, il a une expertise. L'investisseur fait confiance au manager sur son expertise pour aller faire fructifier l'argent. Et donc, le fonds d'investissement, c'est juste la poche juridique qui va accueillir l'argent de l'investisseur, qui va être géré par le manager. Et quand cet argent sera investi et aura fructifié, on va redistribuer l'argent, une partie aux investisseurs, une partie au manager pour le payer de son effort, de son travail, de son talent, etc. Et les investisseurs, il y a tellement de fonds d'investissement, statistique marrante, aux États-Unis, tu as plus de fonds d'investissement que de McDonald's. T'en as des dizaines, des centaines de milliers, mais t'en as, je pense, même 100 fois plus, c'est pas 10 fois plus ou 2 fois plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc l'investisseur, tu vois, que ce soit toi, que ce soit moi, on va regarder l'offre qui est disponible. Mais quand tu es un investisseur, que tu gères les fonds de pension américaines,
tu as des milliards à déployer, tu vas chercher les meilleurs managers. Ouais. Qui va le mieux investir en bourse, qui va le mieux investir en private equity, qui va le mieux investir en immobilier, etc. Et tu places ton argent dans les différents fonds et tu attends le cycle de maturité pour que l'argent te revienne avec un retour et puis tu continues à réinvestir. Comment on différencie les meilleurs managers? Enfin, on regarde que les stats ou qu'est-ce que tu en Ouais, penses, alors toi? ça, c'est toute la science de l'investisseur, tu vois, c'est jamais facile. Effectivement, la performance historique, c'est un élément qui est très important. Mhm. Celui qui débarque et qui a jamais investi, on va avoir des réticences. Celui qui investit depuis 20 ans et qui fait de la performance, on va plus lui faire confiance. Après, paradoxe, statistiquement, le jeune manager performe mieux que l'ancien. Ok. Ouais, parce que le jeune, il est dos au mur, il n'a pas le choix, Mhm. il n'a jamais fait ses preuves, donc il ne va pas carotter 1 euro, Ouais, il va être ultra aligné Mhm. avec ses investisseurs, il va se battre comme un chien sur tous les deals. Alors que le vieux manager, l'ancien manager, qui gère déjà des milliards et des milliards, s'il surpaye un peu un deal, c'est pas très grave, de toute façon, il touche des fees à droite à gauche, etc. Donc, tu vois, il y a un peu un paradoxe là-dedans, mais à ta question, comment tu choisis le meilleur manager, tu vas le rencontrer, tu vas faire ta due diligence, tu vas regarder son CV, tu vas regarder ses performances, tu vas regarder ce qu'il a déjà fait, ce qu'il n'a pas encore fait, est-ce que c'est une nouvelle stratégie pour lui, etc. etc. Et tu choisis en Ok. fonction de l'offre et de la demande. Quoi, hein. Ok. Ouais, donc, c'est pas uniquement le résultat, c'est aussi la personne la personne qui va gérer ça. Énormément. C'est Ouais. une relation. En fait, c'est complètement une relation de confiance. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement, ce que j'explique toujours à mes clients, un fonds d'investissement, c'est pas comme Coca-Cola. Coca-Cola, t'investis, tu sais qu'il y a une recette du Coca-Cola, que si le patron meurt, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très Il y a un autre patron, il sera peut-être un peu moins bien, mais on va toujours vendre du Coca-Cola. Tu as une marque, les gens reconnaissent Coca-Cola, tu as une recette du Coca-Cola, tu as une distribution, tu as une fabrique de Coca-Cola, tu as la production, tu as tout. Tu vois. Un fonds d'investissement, tu as une relation. C'est tout. C'est moi, je fais confiance à mon manager. Et mon manager, il a pas, on s'en fout de sa marque, on s'en fout de, tu vois, de quoi que ce soit. C'est lui face à la thèse d'investissement. Est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va pas être bon? Ce qui fait que tu as même des règles dans les fonds d'investissement où le jour où le manager a un problème, le décès, la maladie, la prison, l'incapacité, je sais pas quoi, le fonds d'investissement, il s'arrête. Ok. Tu n'as même plus le droit de toucher à l'argent si le manager est parti. Tu as des règles pour le remplacer, mais l'investisseur, il va devoir approuver le nouveau manager qui va remplacer celui qui est parti. Donc, tu as des règles très strictes pour encadrer cette relation. C'est pour ça que la relation, tu vois, quand tu dis qu'il faut sentir l'homme, c'est essentiel. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour être un bon manager? Parce que moi, je me vois un peu, j'aimerais bien en tout cas atteindre ce statut-là, en fait. Écoute, qu'est-ce qu'un bon manager? Évidemment, il faut avoir une vraie expertise sur un domaine. Tu vois. Le mec qui vient et qui me dit ouais, on va faire un peu de crypto, un peu de bourse, un peu de private equity, c'est comme le restaurant qui te fait un peu de pizza, un peu de sushi, un peu de burger, tu vois, tu te dis il n'y a rien d'incroyable. Donc une vraie expertise sur un domaine. La relation de confiance, elle est essentielle, tu vois, parce que on peut toujours tirer les ficelles, on peut toujours abuser quand on veut abuser, etc. Non, c'est pas le but c'est d'être réglo, d'être là pour le long terme, de se dire qu'on va donner du retour à ses investisseurs et qu'on va être gagnant sur le long terme parce qu'ils vont réinvestir, parce que ça va faire grossir la boule de neige, etc. Donc, tu vois, une forme d'éthique aussi du manager qui est très importante. Donc, compétences, tu vois, éthique, évidemment, l'intuition, l'originalité. Il y a un gros combat de comment je vais chercher de l'alpha. En fait, c'est quoi ma stratégie? C'est pour ça qu'il y a des stratégies qui sont toujours plus innovantes de où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance. Les gars qui se sont lancés dans les cartes Pokémon, les premiers, ils ont eu un flair incroyable et ils ont pu faire de très très forts multiples. Si tu vas à la bourse aujourd'hui, tu as tellement de compétition, tu vas chercher du 5, 6, 7% et tu seras déjà plutôt content parce qu'il y a une énorme compétition. Enfin, le private equity, ça t'offre plus de retours, c'est un peu plus risqué, un peu moins connu. Donc il y a aussi vraiment ce talent de trouver le bon secteur, le bon moment, savoir le manier. Et après, tu vois, je sais que toi, tu es intéressé par les sujets Afrique. Voilà, est-ce qu'il a des réseaux localement? Est-ce qu'il connaît le droit local? Est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce que c'est juste un mec qui rêve ou quoi que ce soit, ou c'est un gars du concret? Donc voilà, il y a plein de critères à prendre en compte. Mais je suis certain que tu seras un grand manager. J'espère en tout cas. Parce qu'on entend beaucoup parler des club deals, etc. Il y a une différence. Quelle est la différence entre un club deal et un fonds d'investissement Alors, en soi? club deal, c'est souvent l'appellation générique pour parler des fonds d'investissement. Tu vois. Donc le fonds d'investissement, c'est vraiment la structure juridique. Et le club deal, c'est la communauté qui va vivre autour de ce fonds. Si tu veux. Après, il y a 2 modes d'investissement qu'il faut distinguer. Il faut choisir quand on veut devenir manager ce qu'on propose à ses investisseurs.
est-ce que je vais proposer à mes investisseurs du deal by deal? C'est-à-dire, je vais leur dire, voilà, là, j'ai une opportunité. Mhm. On va prendre ton exemple, celui de l'immobilier, par exemple, à Marrakech. Est-ce que mes investisseurs, je leur dis, écoute, tu peux investir dans la villa A, ou la villa B, ou la villa C, ou la villa D. Et là, les investisseurs, ils se positionnent, bah vas-y, moi la A, ça me plaît bien, moi la B. Bon, après, si ça se ressemble, il n'y a pas trop de différence, mais l'idée, c'est est-ce qu'ils peuvent se positionner sur chacun des deals? Dans le cas des startups, tu vois, est-ce que tu investis dans Anthropic? Est-ce que tu investis dans SpaceX? Est-ce que tu investis dans ça? Voilà. Ça, c'est une approche, c'est le deal by deal. Ok. Une autre approche, c'est l'approche plus fonds d'investissement, pour le coup, plus, on appellerait whole fund, où tu vas dire aux investisseurs, écoute, il ne faut pas que tu mettes tous tes œufs dans le même panier. Moi, je vais te proposer 10 opportunités immobilières. Tu seras un petit peu investi dans les 10. Tu ne vas pas choisir, tu ne vas pas cherry-pick ton opportunité préférée. Tu vas me faire confiance. Moi, je sais que sur les 10, il y en a un, il aura peut-être des retards sur les travaux. Il y en a un deuxième, il y aura peut-être un sujet sur le permis. Mais je sais qu'à la fin, sur les 10, ça va bien se passer. On aura un beau retour et on va comme ça équilibrer notre risque avec un panier. Alors que si tu as la première approche où tu vas choisir tes deals, si tu as pris la A et que ça se passe bien, trop bien pour toi, mais si tu as pris que la B et qu'il y a un problème sur le permis, tu vas en souffrir dans la performance. Donc, c'est deux approches différentes. Soit tu vas chercher vraiment à gagner la confiance sur chacun des deals auprès de tes investisseurs, parce que c'est ça qu'ils attendent. Ils veulent se faire un peu leur propre opinion sur chacun des deals. Ou alors, tu as une approche plutôt fonds d'investissement où ils vont investir dans un panier que tu auras fait pour eux et ça va faire un risque à la fin moins élevé et ça va lisser le rendement et ils auront beaucoup plus de chances de retrouver leur argent à la fin. Et dans notre cas de figure, nous, donc je t'évoquais auparavant, c'est en fait nous comme on voit notre club deal / fonds d'investissement, ça serait en fait des investisseurs, des consultants en fait seniors. Donc comme je t'évoquais avant, qui font partie quand même des 1% de la population. Faut dire les termes. Et qui, eux, en fait, souhaitent investir. D'après toi, quelle serait la bonne stratégie? Il faudrait partir sur le big deal ou... En fait, le deal by deal, il a cet avantage pour toi d'être plus facile à vendre aux investisseurs, paradoxalement. Tu pourrais dire, ouais, le fonds d'investissement, tu limites tes risques, mais en fait, les investisseurs, ils aiment bien connaître les projets au début. C'est la première fois qu'ils vont investir. On se dit, écoute, vas-y Abdul, présente-moi ce projet-là, explique-moi en quoi c'est mon projet et je te mets l'argent dessus. Et si j'en fais 2-3 avec toi et que ça se passe bien, je vais mettre un plus gros ticket dans les 10 d'un coup. Et toi, tu vas préférer avoir la deuxième option. Parce que si toi, tu reçois tout de suite l'argent pour en faire 10, t'as pas besoin d'aller voir 10 fois, faire le tour des popotes, un petit webinaire, un petit machin. Tu gagnes du temps. Tu vois. Mais très souvent, construire la confiance, ça commence par le deal by deal. Et quand les investisseurs, ils sont en confiance, ils savent que ça se passe bien, ils ont envie de retourner, là, tu leur dis, bon, c'est bon, tu as fait 3 deals avec moi, je ne vais plus perdre mon temps non plus, mets de l'argent pour qu'on en fasse 10 d'un coup, quoi, et on accélère. Donc, souvent, ça commence par la phase deal by deal, et après, tu vas aller sur une stratégie plus whole fund. Donc, ouais, en gros, comme dans le conseil, on dit, derrière, tu arrives, tu fais les quick wins, et ensuite, tu travailles sur le fond, sur des trucs beaucoup plus gros, etc. Ouais, mais je suis assez aligné, moi, c'est ce que je pensais éventuellement. Et en termes de structuration, comment on pourrait faire pour structurer un club deal ou / fonds d'investissement dans ce cas de figure-là? Ouais. Alors, la structuration, et si on parle de juridique, c'est là que le sujet devient beaucoup plus technique. On va dire que dans la création d'une communauté d'investisseurs, il y a des étapes réglementaires que tu vas être naturellement amené à passer, surtout en fonction de tes investisseurs et de la taille générale de ton montant sous gestion. Si au début, tu vas faire un deal sur une opportunité immobilière en Afrique, on va faire un véhicule. Il y a une notion importante qui est la gestion non discrétionnaire. En fait, la réglementation européenne dit, si tu veux gérer, toi Abdul, de manière discrétionnaire l'argent des personnes, tu dois avoir un agrément. Cet agrément, il est compliqué à obtenir. C'est l'AMF, c'est ça? Voilà, exactement. Tu vas à l'AMF et tu déposes un dossier. Ça dure 6, 12, 18, parfois 24 mois pour obtenir cet agrément. Donc, ça peut être un peu long, un peu compliqué, un peu cher aussi. Donc, ce que tu vas faire, c'est OK, je renonce à la gestion discrétionnaire. C'est pas moi, Abdul, qui vais prendre l'argent des personnes et l'investir sans rien leur demander. C'est eux qui vont savoir dans quoi ils l'investissent. Et s'ils veulent sortir, ils ont
pareil, on va les solliciter pour sortir. Tu vois. Ok. Comme ça, c'est pas discrétionnaire. C'est pas si aujourd'hui tu vas dans ta banque, tu vois une ligne d'un fonds d'investissement, tu mets de l'argent dedans, c'est complètement discrétionnaire. Tu sais pas dans quelle action est investi ce fonds, tu sais pas où va l'argent, tu sais rien du tout. C'est lui qui gère 100%. Donc toi, la première étape, c'est cette gestion non discrétionnaire en deal by deal. C'est-à-dire, voilà, on va créer une structure juridique. On verra le moment venu, tu vois. Est-ce que tu veux la structurer en France? Est-ce que tu veux la structurer au Luxembourg? Est-ce que ça aurait de l'intérêt de la faire quelque part en Afrique, peut-être même à Dubaï, qui est un peu le hub pour investir en Afrique en ce moment? Bon, on définira la juridiction en fonction de critères à la fois fiscaux, de localisation des investisseurs. Est-ce qu'ils sont tous français? Est-ce qu'il y en a en Europe? Est-ce qu'il y en a aux États-Unis, etc. Donc, on décidera une juridiction. On décidera une forme sociale, encore une fois pour des raisons de fiscalité souvent. On va définir une gouvernance et on va définir un modèle économique. Okay. Et c'est là où ça devient important, c'est de se dire, OK, moi, Abdoul, j'ai créé ce club deal, j'ai un talent, je sais créer des villas, construire des villas à Marrakech, je vais en faire profiter mes investisseurs. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne sur ce deal? On peut travailler gratuitement si on veut, hein. C'est très noble, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on peut aussi se dire, bon, voilà, j'ai apporté de la valeur à des gens, une partie de cette valeur va m'être rétribuée. Donc là, le modèle économique qu'on connaît assez souvent, on l'appelle le 2 and 20. C'est les 2 et les 20. Les 2, c'est quoi? Les 2, c'est du management fee, c'est des commissions de gestion. C'est, écoute, moi, la villa, ça va prendre 1 an, 2 ans à être géré. Donc pendant ces 2 ans, il faut construire, il faut vendre, il faut faire des visites, il faut machin. Je ne peux pas ne pas être payé. Donc, je vais prendre 2% du fonds chaque année pour ma rémunération. Si le deal est très court, on sait que ça va être 6 mois, on va dire, écoute, je prends 5% et c'est fini. Je ne prends pas 2% par an, je prends juste 5% et ça s'arrête là. Donc, je prends juste un petit frais à l'entrée et comme ça me rémunère, ça me permet de lancer la machine. Ça, c'est le tout. Après, il y a le 20. Le 20, le 20, c'est que tu vas prendre souvent 20% de la plus-value. C'est-à-dire qu'on va dire, allez, faisons simple, ton investisseur, il investit 100 000, il va faire x3 avec toi, il va aller à 300 000, tu pourras lui rendre les 300 000, mais tu vas prendre ton frais de performance, tes 20%, tu vas prendre 20% de sa plus-value. Donc, il a fait 200 000 euros de plus-value, tu prends 20%, tu prends 40 000 euros. Donc, lui, plutôt que de retrouver 300 000, il retrouve 260, il a mis 100, il a 260, et toi, tu gagnes 40 000 euros sur la valeur que tu as créée pour lui. Donc, tu prends de l'argent à l'entrée ou chaque année, et tu prends de l'argent à la sortie sur la performance que tu as réalisée pour ton investisseur. Okay. Et ça, on le définit initialement dès le départ, en fait. Oui, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que quand ton investisseur il met de l'argent, il doit savoir ce que ça va lui coûter, quel deal vous allez faire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être modifié, mais si c'est modifié, il faudra que tout le monde soit d'accord aussi. Quoi. Et ça, c'est mis quoi? C'est contractuel? C'est contractuel. C'est dans les statuts, dans le véhicule, le fonds d'investissement qu'on va structurer. On va écrire, voilà comment on vote, voilà comment on gère. Et voilà comment on partage l'argent. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en termes de sécurité, les investisseurs, ils sont sécurisés. Et ce modèle, tu vois, où tu vas prendre soit 5% à l'entrée, soit 2% par an, plus 20%, c'est le truc très classique. Okay. C'est la pratique de marché. En fait, pourquoi on fait ça? C'est pour aligner les intérêts, tu vois. Moi, oui, j'ai envie d'aller chercher de la performance, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, si tu ne prends pas de performance, il y a peut-être un gars qui va te proposer de t'acheter la villa à 200 000, mais tu sais que 2 mois plus tard, tu aurais pu la vendre à 300 000. Et donc, si tu as de la performance à prendre, tu as vraiment envie d'aller chercher 300 000 plutôt que 200 000 parce que toi, ça fait une grosse différence. Tu vas gagner 2 fois plus d'argent. Donc, c'est vraiment de te dire, toi, manager, vas-y, va chercher de la performance. Et plus tu vas chercher de la performance pour moi, plus je serai content, plus je te donnerai ta part à toi. Et dans le cas de figure où le manager, lui, il a des parts il investit également dans le... Il va être traité comme un investisseur. Okay. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est mieux et c'est même... à une échelle professionnelle, quasiment tout le temps demandé. Okay. Alors, c'est des montants relativement faibles. Souvent, c'est 2% du fonds total. Mais voilà. Et tu vas juste être traité. Admettons, il y a un deal, il faut 200 000 euros pour construire la villa. Moi, manager, je vais en mettre 100 000. Les investisseurs vont en mettre 100 000. Sur mes 100 000, j'ai envie de te dire, je ne vais pas me payer à moi de la performance où ça ne change rien. Tu vois. Donc, tu vas récupérer avec ta perf. On va dire que cette villa qui a été construite à 200 000, on la revend 600. Eh bien, toi, tu as le droit à 50% de ça, parce que tu avais mis 50% de la somme de départ. Il y avait 200 000, tu avais mis 100 000. Donc, tu as le droit à 300 000. Okay. Celle-là, tu le gardes pour toi. C'est ta part en tant qu'investisseur. Et sur les 300 000 restants, on applique la logique que je te donnais tout à l'heure. Okay. C'est-à-dire,
260 pour les investisseurs, 40 pour toi. Ok. Donc, tu prends leur performance et quand tu es investisseur, tu es traité comme les autres investisseurs. J'ai envie de te dire, tu pourrais te payer 40%, tu pourrais 40 000 à toi-même, mais c'est la même poche. C'est la même Tu poche, vois. ouais. C'est sûr, Donc, en fait, Mm. c'était traité de la même manière que les Ok. investisseurs. Mais ce qui est top, c'est que c'est tracé, c'est écrit, C'est contractuel. donc c'est contractuel. C'est-à-dire Voilà, que c'est ça. celui Mm. qui ne respecterait pas ça Ok. engagerait sa responsabilité, violerait un contrat, et Mm. s'il viole un contrat, il peut avoir une responsabilité devant une juridiction ou quoi que ce soit. Tu vois. Ok. Et donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, toi, tu préconiserais de partir sur deal by deal, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, on a un deal sur Marrakech, ça serait un fonds d'investissement pour ce deal-là. On a un autre deal, je sais pas, moi, au Sénégal, c'est Exactement. un autre fonds d'investissement pour ça. Ok. Et à toi de définir, tu vois, quel Mm. est le périmètre. Si tu achètes un terrain pour construire 6 villas, Mm. ouais, tu vas peut-être faire qu'un deal sur les 6 villas. Tu Ouais, vas pas exactement. faire 6 deals pour Mm. les 6 villas. Mm. Mais si tu as 3 terrains différents au Maroc, Mm. est-ce que tu fais 3 fonds d'investissement ou le même fonds pour Ok. prendre les 3 terrains? Ok. À toi de définir avec Ouais, les c'est investisseurs. ça. Tu vois, à la Ouais. fin, si tes investisseurs ils sont déjà dans la confiance, ils sont déjà prêts à aller, Mm. et que toi, ça t'arrange de faire un fonds, tu lèves tout de suite 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, et après tu vas aller le déployer, il n'y a Mm. pas de problème. Le seul point, si tu n'es pas dans le deal by deal, tu dois respecter ce que je te disais tout à l'heure, Mm. à savoir la gestion non discrétionnaire. Ça veut quand même dire que quand tu vas choisir tes investissements, tu vas les faire valider par tes investisseurs. Ok. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, Mm. on va acheter... parce que tu pourrais lever de l'argent Mm. avant même d'avoir trouvé un terrain. Mm. C'est-à-dire, écoutez, les gars, je connais le Maroc, Ouais. je vais trouver un terrain, ne Mm. vous en faites pas. Mm. Si tu l'as pas encore trouvé et on l'a pas encore fait valider, c'est pas grave. Mm. Par contre, le jour où tu le trouveras, tu retournes voir tes investisseurs, tu te dis, bah voilà, Ok. regardez, il y a un terrain à Tanger, il est super, il est très bien, Mm. est-ce que vous approuvez, est-ce que vous approuvez pas? Et là, dans les faits, ils approuvent très souvent parce qu'ils te font confiance, tu es capable de les convaincre, tu mets en avant les arguments, etc. Donc il faudra juste, même dans cette logique où on est multi-asset, il faudra avoir cette approche de faire valider par la communauté des investissements. Et du coup, parce qu'en fait, si tu as plusieurs fonds d'investissement, en fait, au final, parce que moi, je parle plus d'image, etc., parce qu'on va pas se mentir, comme on évoquait, c'est pas forcément que la performance qui joue, mais aussi c'est l'image, etc. Comment on fait pour se dire, voilà, une seule personne ou une seule image gère X projet, X fonds d'investissement? Ça existe, ça, ce cas de figure? Tu sais, BlackRock, qui gère 14 000 milliards. Ouais. Et c'est plusieurs... Ah bah BlackRock, c'est une entreprise avec des dizaines de milliers de personnes, tu vois. Donc en fait, c'est comme pour tout entrepreneur. À partir de quel moment tu as besoin de te staffer? Si tu commences à avoir des demandes, tu lèves 100 millions d'euros, je te le souhaite, peut-être que pour toi tout seul, ça va être compliqué. Mais là, tu vas prendre une assistante, un commercial, un développeur, un architecte, que sais-je, et tu vas dire, bah ouais, je suis capable de gérer 100 millions parce que j'ai mon équipe, parce que je suis structuré. C'est pas Abdoul tout seul qui est partout présent en même temps et qui suit tous les chantiers. C'est pas possible. Mais par contre, c'est ton expertise, c'est ta réputation, c'est toi qui dis, écoute, voilà comment on fait, les process ils sont carrés, ils sont planifiés, il faut les respecter. Et donc, on est capable de déployer, de surveiller des masses d'argent importantes. Et après, tu vois, nous, au Revenu ou ailleurs, on fréquente des gens qui gèrent... là, ce matin, on faisait une remise des trophées. Il y a Commerzbank en Allemagne, il gère 1200 milliards, tu vois. Donc, il n'y a pas de limite, quoi. Et dans ce cas de figure, là, les clubs d'investissement, comment ils gèrent, en fait, l'animation? Parce que tu as besoin quand même d'animer ta communauté. Ils font quoi? Ouais, alors forcément, plus tu vas mettre d'efforts à communiquer avec tes investisseurs, plus ils seront contents. Tu vois, chacun fait comme il veut, mais si tu arrives une fois de temps en temps à organiser un petit événement, à faire un webinaire tous les mois pour leur présenter, leur donner une petite update des projets, à leur envoyer un petit PDF sur les deals sur lesquels ils sont investis, etc., voilà, ça leur fera plaisir. Si tu lances un club et que personne n'a de nouvelles pendant 2 ans, ça va gueuler, ils vont pas être contents, ils vont s'inquiéter, ils vont angoisser, ils vont pas réinvestir chez toi, tu vois. Donc forcément, plus la communauté, elle va pouvoir être transparente, elle va pouvoir apporter de la valeur. Ce qui est bien aussi dans les communautés d'investissement, c'est ce qui existe parfois à côté de l'investissement. Tu vois, si tu fais un after-work de gens intelligents, compétents, etc., bah, ils vont peut-être faire des affaires ensemble, ils vont rencontrer des gens qu'ils aiment bien, et ça a de la valeur. J'appartiens au club d'Abdoul, il a un super réseau, il nous présente des gens. En plus de ça, je fais de l'invest et j'ai un pourcentage sur ce que je gagne, je suis content. Mais s'il y a de l'événement, des moments sympas, des moments agréables, ça a encore plus de valeur. Ok.
Ok. Et ouais, donc ce serait des événements, communiquer sur l'avancement des projets. Un webinaire par mois, c'est pas très compliqué. Ouais. Je fais 1 heure par mois. Franchement, c'est pas. Moi, j'ai levé de l'argent quand j'ai racheté le revenu, tu vois. Tous les mois, je fais un webinaire. Alors, tu vois que les gens, au début, sont très nombreux. Il y en a moins après. Mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que la confiance aussi s'est établie. Ils touchent leur argent, ils sont contents, ils s'inquiètent pas, ils n'ont pas besoin de venir. Pas de problème, tu vois. Donc, tu fais un webinaire tous les mois. Ceux qui ont investi sur certains deals, tous les 3 mois, tu leur envoies un petit PDF en leur disant bah voilà les photos, ça avance bien, etc., etc. Peut-être un groupe WhatsApp pour échanger. Nous, sur notre tech, justement, il y a tout le calcul de la performance, tu vois. Ça, c'est des calculs qui sont un peu techniques. Tu vois, ah oui, j'ai investi entre celui qui a investi le 6 juillet, celui qui a investi le 12 juillet, tu vois, il faut calculer leur performance, c'est pas la même. Donc voilà, tu as besoin d'un peu de tech pour faire ça. Mais eux, ils sont contents, ils se connectent à la plateforme, ils regardent où est-ce qu'ils en sont dans leur rendement. C'est bon pour eux, ils sont contents, tu vois. Ok. Parce que c'est très intéressant. Moi, je pense que dans notre cas de figure, en fait, la partie investisseur, on l'a déjà, entre guillemets. On a déjà, en fait... moi, comme je te dis, je te l'évoquais, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me demandent... voilà, est-ce que tu as la possibilité de gérer ça pour nous? Mais la question que je me pose en tant que manager de fonds comme toi, tu l'as fait, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire, entre autres? C'est-à-dire, moi, j'ai décidé de faire des podcasts maintenant. C'est pour aussi mettre en avant certaines choses, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour je sais pas, rassurer, entre guillemets, les gens ou je sais pas, attirer plus de gens, entre guillemets. Ouais, alors c'est deux choses différentes. C'est deux facettes très importantes. C'est-à-dire que tu as déjà effectivement une communauté et il faut que tu les rassures, que tu leur donnes quelque chose, etc. Et là, je sais pas comment tu aimes les gérer, mais ça peut être, tu sais, ça peut être un groupe WhatsApp, un groupe sur Discord, une communauté. Il y en avait sur Facebook avant, voilà, sur LinkedIn, sur ce que tu veux. Donc, je pense créer du lien avec les gens existants. Et là, ça passe pas par la communication externe, en fait. C'est juste rassurer, dialoguer. Peut-être tu vas faire un événement de lancement, tu vas montrer les premiers projets, tu vas prendre jour par jour un projet que tu as déjà mené, tu vas expliquer comment tu as fait, comment ça s'est passé, les galères aussi, parce que forcément, dans tous les projets, il y a des galères. Bien sûr. Comment tu as fait pour dépasser ces galères? Qu'est-ce que tu as appris des échecs? Ah bah là, oui, j'ai perdu 2 mois. Là, j'aurais pas dû travailler avec tel co-contractant. Bon, bah, j'ai appris tout ça. Donc, tu vois, très transparent avec la communauté qui est déjà existante. Et après, effectivement, si tu dis que tu as envie d'aller à la conquête d'une communauté plus large, parce que tu dis, bah non, moi, j'ai envie d'être asset manager, je veux être un manager de fonds d'investissement, là, ça va être de la communication. Tu peux aller se faire des webinaires avec d'autres personnes. Il y a plein de moyens de toucher une communauté, communiquer sur LinkedIn en disant, bah, regardez, notre villa est arrivée à bout, on l'a revendue, on a fait une belle plus-value, venez me parler si vous voulez participer au club deal, etc. Tu vois, les réseaux sociaux, tous ces moyens. Donc, tu vois, pour moi, c'est 2 approches. Soit pour rassurer, tu as déjà les personnes, c'est juste un enjeu de créer la bonne structure pour que les gens se sentent bien, se sentent en confiance, faire intervenir l'avocat pour dire, bah voilà, poser les questions à l'avocat. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs ou quoi que ce soit, il va vous répondre. Moi, j'interviens très souvent pour mes clients, pour rassurer leur communauté d'investisseurs. Donc, tu vois, il y a le côté réassurance et le côté conquête. Et puis après, quand le cercle grossit, bah, faut faire de la réassurance sur ceux qui ont été conquis. Ok, non, mais c'est très clair. Là, avec notre échange, j'arrive à avoir en fait une vision que j'avais pas auparavant, et ça, c'est top. Et l'autre question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que je t'en ai parlé? Qu'est-ce que t'as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu un club deal ou un club d'investissement? Parce que j'arrête pas de dire, malheureusement, club deal, ça a une mauvaise image. Donc, je trouve que ce fonds d'investissement avec ce type de personnes, avec non, en fait, tu as un profil assez classique et singulier. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'investissement parce qu'ils ont de l'argent. Donc ça, c'est relativement classique. Et en même temps, tu es très singulier parce que c'est ta communauté propre liée à ton ESN, communauté effectivement de consultants qui gagnent bien leur vie, tant mieux. Tu vois, donc ça, c'est ton caractère singulier. Je pense qu'il est très favorable dans ton cas, c'est que les investissements que tu veux proposer, tu les as déjà fait. Tu les connais, tu les fais pour toi-même en fait. Donc c'est juste une question d'accélérer, de partager, d'emmener les autres avec toi. T'es pas en train de prendre un risque très important pour eux, tu vois, en leur disant oh, les gars, j'ai une trop bonne idée, vous allez voir, on va créer une ferme solaire aux États-Unis. Ouais, bon, d'accord, tu l'as déjà fait? Non, mais c'est une bonne idée. Ok. Non, toi, c'est
voilà, tu connais le process, tu sais combien de temps ça dure, tu sais quels sont les prix, tu l'as déjà fait avec ton argent, tu vas remettre encore beaucoup de ton argent dans chacun des projets. Ça, c'est des avantages qui sont très significatifs, tu vois. Alors que oui, t'en as beaucoup qui... Nous, on a accompagné, j'aime bien les citer, un jeune fonds d'investissement qui s'appelait Campus Fund. Et Campus Fund, c'était 2 étudiants qui n'avaient jamais eu de CDI, qui n'avaient jamais investi, qui ont lancé leur fonds d'investissement, tu vois. Donc eux, la réassurance, tu es obligé de cravacher, tu vois. Donc ils se sont entourés de têtes grises, ils ont mis des comités autour d'eux, tu vois. Et ils ont réussi à lever. Ils ont levé de l'argent, le fonds, moi j'ai investi dedans, il y a de la performance et tout, tu vois. Ils ont vraiment fait les choses très bien, mais ils partaient pas avec les mêmes cartes que toi. Tu vois, ils n'avaient pas ton âge, ils n'avaient pas ton expérience, ils n'avaient jamais investi. Donc tous les parcours sont possibles. Et nous, c'est ça qu'on aime bien aussi chez Overlord, c'est trouver des entrepreneurs qui ont de l'audace, qui veulent tester. Le monde du fonds d'investissement n'est pas réservé à des managers très expérimentés, qui ont fait une carrière pendant 25 ans, je ne sais où, qui ont un réseau de dingue ou quoi que ce soit. En fait, ça peut être une forme d'entrepreneuriat, c'est une boîte en plus, et ça peut être très rémunérateur. Parce que tu vois, si demain, tu lèves 1 million et que tu fais x2, bah, toi, tu vas prendre 20%, tu vas prendre 200 000 euros, donc c'est cool. Et puis, tu vois, ça peut grossir. Tu fais sur 10 millions, bah, tu vas prendre pas 200 000, mais 2 millions. Si tu fais sur 100 millions, tu vas prendre 20 millions, tu vois. Donc, c'est des sommes qui sont quand même pas négligeables. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Et moi, comme je te disais, comme on l'a évoqué avant, mon cœur d'activité, en tout cas, ou ce que je pense qui est le plus intéressant pour les investisseurs, c'est l'Afrique, comparé à la France, bien sûr, parce que les rendements ne sont pas les mêmes, etc. T'en penses quoi, toi, de ce marché ? Ouais, moi, je comprends parfaitement. C'est vrai que, surtout quand tu viens de France et que tu as des salaires plus élevés et tu peux faire un levier en Afrique, déjà, il y a beaucoup de croissance. Tu vois, tu parles du Maroc. Le Maroc a connu une croissance très, très forte. Hein. Je crois que ça a même touché les 10% ces dernières années. C'était entre 5 et 10%. Donc, c'est sûr que la France ne connaît pas ça. Le coût de construction est plus faible là-bas. Donc, pour aller dans l'immobilier, ça a du sens. Forcément, tu ne payes pas le salaire moyen aussi élevé en France qu'au Maroc. Donc là, il y a un intérêt. Et tu vois, les marchés intéressants, c'est les marchés où il y a des barrières à l'entrée. Tu vois, aller sur la bourse, tout le monde peut aller sur la bourse. Donc en fait, les rendements, ils sont difficiles à aller chercher. Parce que tu vas te battre avec un algorithme, tu vas te battre avec un fonds professionnel, tu vas te battre avec tout le monde. Tu vois. Si tu vas sur un marché, tu vois, moi j'aime les entreprises en difficulté. J'aime reprendre les entreprises à la barre. C'est ce que j'ai fait pour le revenu. C'est très difficile. Ça demande de la technicité juridique, ça demande de la rapidité, ça demande beaucoup de compétences et de qualité. Donc, il y a des très fortes barrières à l'entrée. Toi, c'est pareil. L'Afrique, faut connaître le local, faut parler certaines langues locales peut-être, faut connaître la réglementation locale, faut connaître des gens localement. Tu vois, moi, du jour au lendemain, je peux pas investir en Afrique comme ça. Tu vois, ça demande beaucoup de temps. Donc, ça veut dire que tu as moins de compétition, donc tu payes moins cher les actifs et tu fais des belles plus-values. Parce que oui, une fois que la villa, les gens ne savent pas construire une villa, mais une fois qu'elle est construite, ils sont ravis de l'acheter. Et là, il y a une demande qui est beaucoup plus grande. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas forcément les contacts. Et il y a aussi la peur. Évidemment. La peur chacun son métier, tu vois. Et toi, tu es dans une branche où il y a des très belles plus-values à réaliser. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais, parce que toi, tu as quand même un vécu qui est quand même pas mal. J'aimerais bien que tu te mettes à la place d'un de mes consultants. Disons, une personne qui gagne 700 euros de cas, un TGM à 700 euros, donc qui facture à peu près 14 000 euros, qui a un revenu de 7-8 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu ferais à sa place ? Écoute, c'est une bonne question. Déjà, c'est vrai que quand tu as ces sommes-là, tu réfléchis à aller chercher de la performance. C'est-à-dire que il faut sécuriser de l'argent. Il faut mettre de l'argent, tu vois. On va pas tout mettre sur un projet, c'est certain. Tu mets une partie peut-être en assurance vie, une petite partie en bourse, mais tu mets pas une trop grosse partie. Parce que cette partie-là, c'est de l'argent sécurisé, c'est de l'argent liquide, tu peux le récupérer, tu vas faire quelques pourcents par an, c'est bien, c'est surtout quasiment un matelas de protection et de confiance, tu vois. Par contre, effectivement, pour que ça change ta vie, parce que s'il gagne 100... Allez, il va gagner 5 000 euros par an, ça va pas changer sa vie, tu vois. Ça va, il a peut-être déjà un loyer qui est un peu important, donc ça va même pas payer un mois de loyer, il va se payer quelques beaux restos, quoi. C'est tout. Donc ça change pas sa vie. Alors que effectivement, si sur une part de son capital dont il n'a pas besoin pour vivre, il peut prendre plus de risques et aller chercher plus de rendement, si toi tu lui dis, vas-y, là il y a une opportunité où effectivement on peut aller chercher du x2, on peut aller chercher du x3, ça c'est énorme. Là il peut vraiment se dire, ah bah oui, là c'est intéressant. Là j'ai fait un vrai levier avec l'argent que j'ai gagné. Et en fait, c'est 1 an de salaire que j'ai transformé en 2 ans de salaire, quoi. C'est pas que j'ai transformé en
1 an et 1 semaine de salaire. Ça change rien. Mais si tu fais un vrai x2, ça peut être intéressant. Donc avoir un portefeuille, tu sais, plus tu as d'argent, plus la part de risqué prend de la place, par définition. Tu vois, il faut avoir une part de sécurisé. Évidemment, s'ils veulent avoir un peu d'immobilier, tu vois, c'est comme faire de l'immobilier à Paris. Moi, je ne conseille pas aux gens de faire de l'immobilier à Paris. Tu vois, c'est un truc, tu auras très peu de rendement, c'est déjà très cher, les loyers sont plafonnés, les galères sont ultra nombreuses, la réglementation est contre toi. Il y a des gens qui se sécurisent, qui ça rassure, oui, j'ai un toit sur la tête, machin. Ok, mais c'est une sécurité, c'est pas un placement. Si tu veux faire des placements, tu vas le faire ailleurs, tu vois. Et un petit peu en sécurisé, et autant que possible, si tu as des gros moyens, à aller sur les trucs plus risqués qui peuvent te rapporter plus. Tu mesures le risque que tu vas prendre. Tu ne fais pas avec n'importe qui, tu le fais bien. Mais si tu le fais bien, tu auras des gamelles de temps en temps, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, voilà, ça fait partie tu vois. Ouais, combien de fois j'ai investi bêtement en crypto, je ne connaissais rien. Tu vois. Quand tu connais rien, tu investis, tu perds. Mais voilà, si tu t'intéresses au projet, si tu regardes, si c'est concret et tout, moi j'ai vu des gens qui rencontraient des mecs comme toi, ils mettaient 3 millions après être allés sur place, regarder le terrain, comment ça, tu vois, ils vérifient. Et en fait, c'est bon. Je vois pas, il n'y a pas de problème. Tu l'as fait, oui, tu m'as montré, oui, j'ai parlé avec des gens. Vas-y, je te mets 3 millions. Ok. Et du coup, ça me fait penser, je me dis, est-ce que dans le cadre pour permettre aux gens d'être rassurés, de prendre des vidéos, de montrer des projets, enfin de faire du storytelling autour de ce qui a été réalisé, ça permettrait des... Plus c'est concret, mieux c'est. C'est clair. C'est clair. Les gens, tu vois, ils ont besoin de voir, surtout dans l'immobilier... Il y a des photos de chantier, des trucs. Tu peux aller sur place. Non, ça, c'est évident. Plus ça va être concret, mieux c'est, tu vois. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu beaucoup d'arnaques. Beaucoup de gens qui ont dit, on va investir dans des trucs incroyables, machin. Ouais, mais elles sont où les photos? Il est où la truc juridique? Comment ça se passe et tout? Ah bah ouais, non. Et à la fin, le truc s'effondre. Donc c'est sûr, plus tu arrives à apporter de la réassurance, mieux c'est. Et c'est là où c'est un jeu qui est très vertueux sur le long terme. C'est que si tu arrives à rendre l'argent avec du rendement, l'argent, il revient chez toi directement. Directement, il n'attend même pas, tu vois. C'est vrai, donc en fait, c'est à toi de faire grossir la boule de neige et elle peut aller assez vite. Mais tu disais, toi, que tu avais acheté le revenu, donc c'est-à-dire que tu es un bon investisseur, toi, de ton côté. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes, qu'est-ce que tu conseillerais concrètement à des consultants, enfin mes consultants, par exemple, comme investissement? Comme investissement, tu sais, il faut toujours investir dans ce qu'on aime le plus, tu vois, dans ce qu'on connaît le mieux. Tu vois, moi, j'aime beaucoup la géopolitique, la bourse et tout, mais en fait, j'y vais pas. Tu vois, je sais qu'il peut y avoir un peu de performance à aller chercher et tout, mais c'est pas mon truc. Moi, je suis entrepreneur. Moi, j'investis dans mes boîtes et je sais que c'est ça qui m'apporte le plus. Je rachète des boîtes au tribunal, etc. Donc oui, j'ai fait un peu d'immobilier pour me sécuriser. Je sais que c'est pas le rendement de l'année. Donc, tu vois, vraiment s'intéresser à quelque chose. Et tu sais, l'avantage, c'est que une fois qu'un investisseur est convaincu par un investissement, qu'il le connaît bien, ça se trouve, ça va être l'immobilier avec toi, il va te mettre... tu vas avoir des gars, ils vont mettre 90% de ce qu'ils gagnent avec toi. Et c'est très bien. Et tu vas leur rendre l'argent et ça va grossir et ça va être parfait. Voilà, intéressez-vous à une classe d'actifs, comprenez ce qui se passe, allez le voir et investissez. Tu sais, il y avait toujours cette idée de diversifier. Mais on ne peut pas être expert de tout, tu vois. Donc, à un moment, si tu es un passionné d'art, investis dans l'art. Tu vois. Moi, j'ai un ami, il est chez Sotheby's et tout, il connaît super bien. Il gagne beaucoup d'argent grâce à l'art. S'il commence à faire de l'immobilier, ça va être pourri. S'il fait de la bourse, ça va être pire, tu vois. Donc, ayez un domaine dans lequel vous êtes vraiment fort, et c'est là-dedans que vous pouvez mettre votre argent en confiance. Il y aura parfois des échecs, mais sur le long terme, vous êtes forcément gagnant, largement gagnant. Un domaine sur lequel on est fort, mais aussi qui nous représente. Où c'est nos valeurs en fait qui sont bien sûr, c'est important aussi. Quant à ça, c'est c'est clair. Si tu peux pas participer du développement d'un pays, tu vois, bien sûr, c'est très très noble. Tu investis dans des entreprises, tu vois. Moi, j'aime bien les PME parce que effectivement, je trouve que c'est important, c'est essentiel qu'il y ait des PME, créer de l'emploi, maintenir un tissu industriel, etc. Bien sûr. Okay. Et du coup, tu peux nous parler un peu du revenu, du coup? Le revenu, tu sais, c'est un journal historique qui existe depuis plus de 60 ans. Okay. Le premier journal patrimonial en France à parler justement d'argent et d'investissement. Et moi, je m'étais lancé dans les médias vraiment avec mes tout petits moyens en 2024. Et quand en 2025, j'ai vu que le revenu avait des difficultés financières, en fait, c'est le
le truc classique d'un média qui a connu les très grandes années, donc avait beaucoup d'équipes et très peu investi dans le digital. Ok. Donc n'avait pas du tout switché sur YouTube et tout ça. Donc tu vois, là on est dans un studio parce qu'on fait beaucoup de contenu. L'idée, pour moi, c'était de le racheter, de le moderniser. On est extrêmement IA dans la boîte, tu vois, donc on utilise beaucoup pour développer les logiciels, pour la création de contenu, pour plein de choses. Donc il y a une vague incroyable qui est pour moi une opportunité de dingue, qui est celle d'entreprises en difficulté qui ne se sont pas modernisées et de l'IA qui te permet d'une modernisation à marche forcée incroyable. Donc là, je suis très, très bullish moi maintenant sur les entreprises en difficulté. Je vais en faire un peu ma spécialité. J'ai d'autres cibles là, j'ai plusieurs dossiers sur le feu. Et on va créer un gros groupe média, tu vois, parce que j'aime bien les communautés et parce qu'il y a ce sujet d'investissement, tu vois, c'est aider les gens à mieux investir, comprendre les arnaques, comprendre les bonnes opportunités, mettre en avant des gens comme toi, tu vois, qui ont des projets originaux, leur offrir une tribune pour qu'ils puissent parler, etc. Donc il y a beaucoup de biais de développement. Et moi, voilà, ma passion du moment, c'est reprendre une entreprise, la restructurer, la faire grossir. Et ça, tu vois, le groupe aujourd'hui, il devrait atteindre presque 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Et au rythme auquel on est, on peut faire quasiment x2 tous les ans sans trop d'inquiétude. Quoi. Parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est un sujet que je parlais avec mon associé pas plus tard que ce matin. On se posait la même question également. On est en train de chercher des boîtes en fait en difficulté pour c'est vrai. Ouais. Figure-toi qu'on a développé un logiciel en interne pour toutes les détecter. Ça m'intéresse clairement. Ah ouais, je te l'enverrai avec plaisir. T'as tout, t'as le secteur dans lequel il est, son nom, son sirène, l'administrateur qui s'en occupe, donc la personne que tu dois contacter. Ah ouais, c'est un énorme sujet parce qu'en fait, on a autant de faillites en ce moment qu'on en avait en 2028. En 2008, au moment de la crise financière. Donc, c'est autant d'opportunités qui se présentent. C'est des boîtes qui ont des clients, qui ont des actifs, qui ont des savoir-faire, qui ont des compétences. Alors, elles sont criblées de dettes, il y a plein de contrats pourris et il y a des salariés qui ne travaillent plus. L'avantage de la procédure collective, c'est que tu te débarrasses des dettes, tu te débarrasses des contrats pourris et tu te débarrasses des salariés qui ne travaillent plus. Tu vois. Donc, en fait, tu as vraiment l'opportunité de reprendre une boîte et de la fine-tuner en très peu de temps de la relancer. C'est un vrai sujet parce que nous, on a besoin aussi de faire de la croissance externe parce que quand je te disais d'augmenter la communauté, c'est aussi cette communauté elle a besoin d'un service. Ils ont besoin de travailler. Donc, clairement, ils ont besoin d'avoir des missions, de travailler, etc. Et tu regarderais quel type de boîte ? Des boîtes, d'autres ESN, qui auraient en fait pas mal de clients en fait, ou qu'ils auraient des clients ou qui historiquement étaient présents sur le marché. Ça a évidemment du sens. On rachèterait pour proposer plus de services à nos consultants. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront plus de travail et plus de gens qui rentrent dans la je suis sûr que tu en trouves, tu te connectes sur mon logiciel, tu en trouves 5 en ce moment. Quoi. Forcément, tu vois. Et ça va assez vite, c'est technique. On va même faire une masterclass là, sur la reprise d'entreprise parce que en fait, le coût d'acheter une entreprise en difficulté est très faible. Tu ne payes pas cher du tout. Un actif qui a beaucoup de valeur. Donc, c'est un jeu de technicité juridique, de rapidité de l'exécution et de stratégie derrière pour relancer. Parce que tu as quand même une période un peu tendue en cash au début, parce que tu reprends une boîte et des salariés, mais tu as très peu de flux. Parce que tu as des flux, souvent, tu signes un contrat, ton contrat il est payé dans 3 mois, dans 4 mois. Donc, tu as ces 3-4 mois, même si tu as des clients en cours, ils ne vont pas te payer tout de suite. Donc voilà, tu as un peu un jeu de trésor à devoir tamponner. Mais il y a plein de stratégies, il y a plein de techniques. Et moi, c'est un truc que je veux vraiment encourager en France. C'est les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Pourquoi pas reprendre en difficulté. On a développé un logiciel qui peut aider les gens. Et c'est très important pour maintenir la France. Nous, on était parti de l'idée que très bien, on a les consultants qui investissent dans le fonds d'investissement. Mais si demain, les consultants perdent leur mission ou perdent leur travail, ils ne peuvent plus investir. Donc, comment on fait pour permettre à ce que ce tuyau-là, il reste toujours ouvert, toujours ouvert et toujours disponible. Donc, on s'est dit qu'en fait, il faut qu'on soit en capacité de leur proposer du travail. Donc, en fait, on veut avoir toute la chaîne, c'est-à-dire, on propose du travail, tu t'es bien rémunéré, et derrière, on te propose d'investir. Bien sûr. Et derrière, on aimerait bien aller encore un peu plus loin, parce qu'on a remarqué qu'il y avait des talents en fait, à travers le monde, c'est pourquoi pas permettre à ces talents de venir en France, leur trouver du travail, leur permettre d'avoir un salaire décent, voire plus que décent,
et derrière leur permettre de réinvestir dans leur pays d'origine. Ah ouais, ouais, bien sûr, la boucle. En fait, faire la boucle comme ça. Donc là, on travaille aussi sur une solution là, où on en fait, elle est presque quasiment développée, où on permet d'avoir une plateforme pour permettre de recruter des personnes à l'étranger. Tu sais, les flux Europe-Afrique sont déjà en milliards. Je ne sais plus combien exactement, c'est vraiment des dizaines de milliards. Mais c'est vrai que c'est beaucoup pour de l'aide alimentaire. Exactement. Alors faire de l'investissement dans des business, dans l'immobilier, etc., c'est super bien. C'est ce qu'on veut faire, en fait. C'est vraiment ça. En fait, on veut faire la boucle. On y travaille. Enfin, c'est pour ça que là, en fait, dans cet objectif-là, ça serait de récupérer une boîte qui aurait des clients un peu plus que nous et qui nous permettrait de proposer plus de services. Vraiment avoir la boucle comme ça. Enfin, nous, ce qu'on se dit, c'est que... Enfin, après, c'est peut-être un peu fort, mais l'objectif de notre entreprise, c'est pas que de proposer en fait, du travail au consultant, mais c'est vraiment de lui changer sa vie. Et de lui permettre de... Ok, tu arrives, on te trouve du travail, tu travailles, tu vis en France, tu payes tes impôts, etc. Voilà, tu contribues aussi à l'économie de la France, mais derrière, avec le surplus que tu as, tu permets de réinvestir dans le pays, ton pays d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la plupart de ces gens-là, ils ont tous le rêve de construire la maison de sa maman ou ce genre de choses. Et ça, on a envie d'aider ces gens-là parce que à partir du moment où tu arrives à réaliser le rêve de quelqu'un, en fait, c'est ton meilleur allié. Parce qu'on l'a fait pour certaines personnes. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment, en fait, c'est ça l'objectif final. Et on a besoin, en fait, de grossir de ce côté-là. Donc, de mettre en place toute cette partie, de structurer, en fait, l'investissement. Mais je pense qu'avec toi, ça... Je serai Gandalf, alors. Tu vois, c'est toi qui vas porter l'anneau et moi, je vais t'aider. Mais c'est ça. Et de l'autre côté, en fait... à gauche, le fonds d'investissement, et à droite, être en capacité de l'ESN, en capacité de leur proposer encore plus de... Ah, trop bien. En fait, écoute, on peut regarder. Et c'est ça le... Et en fait, c'est-à-dire que les personnes, quand ils nous rejoignent, ils savent que derrière, c'est un projet de vie. C'est-à-dire qu'ils ne nous rejoignent pas uniquement pour... c'est comme les ESN, comme toutes les grosses ESN où tu as un numéro, etc. Non, nous, on te permet de réaliser ton rêve. C'est gros, c'est grand, mais c'est l'objectif en fait. Il faut toujours voir grand. Il faut. Et je l'ai fait pour moi, donc je pense que je peux le faire pour les autres. Il n'y a pas de raison. Alors, question que si j'avais, c'est dans le cadre Overlord, là, avec tout ce que je t'expliquais depuis le départ, c'est comment toi tu peux nous accompagner pour la structuration de ce fonds d'investissement. Nous, il faut que tu viennes avec ton premier deal. Okay. Tu dis, OK, c'est bon, on a trouvé. On sait qu'on veut lever 500 000 euros pour tel terrain, construire telle villa. OK. Et là, on va passer le process. On va faire un workshop juridique. On va se poser. Tu vas me dire, 2, 20, 5, 15... On va définir le modèle économique, la gouvernance, ce que je te disais, la juridiction, où est-ce qu'on met le fonds, la forme sociale en fonction de la fiscalité, etc. Là, on se met d'accord, on commence la rédaction juridique, on va sortir la documentation, on va te brancher à notre technologie qui est 100% marque blanche. Donc, en fait, ça va être sur ton site internet. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à capter la data de tout le monde et la revendre après. Pas du tout. Notre but, c'est de créer une plateforme qui va s'appeler au nom de ton club d'investissement. Je ne sais pas s'il a un nom déjà ou pas encore. Il a le nom de la structure, mais... quand tu l'auras, tu vois, tu fais un logo, tout ce que tu veux, ce sera brandé, ce sera sur ton site internet. Et là, tu vas créer une data room où tu vas dire, voilà, tes investisseurs, voilà le terrain, voilà les éléments juridiques, voilà la vidéo, voilà tout ce que tu veux. Et ils vont se positionner, ils pourront venir, ils pourront découvrir ça. Tu pourras faire un webinaire. Et après, ils vont aller sur le site et suivre leur parcours KYC, donner leur pièce d'identité, ce genre de choses, faire identifier. Tu es obligé en tant que manager de respecter ces procédures-là. Et après, ils auront un RIB sur le compte bancaire qu'on aura ouvert, ils font leur virement. Et toi, quand tu auras reçu tes 500 000 euros, boum, tu les déploies, tu investis. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu leur feras du reporting, tu leur diras comment ça se passe, comment tout ça avance. Et sur la partie reporting, vous accompagnez aussi, par exemple. Toute la tech sert à ça en fait. Sur toute la tech, tu peux faire ton reporting, c'est pensé pour. Et quand tu auras un deuxième deal, c'est le même process, tu auras une deuxième data room, une troisième, quatrième. Le nombre de fonds et tes investisseurs se connecteront sur la tech, verront leur performance, dans quoi ils ont investi, comment ça se passe, retrouveront les documents juridiques. Tu sais, en France, tu as parfois des avantages fiscaux, donc tu dois faire une déclaration, tu dois donner un papier.
tout est sur la tech. Ok. L'acte de propriété, c'est sur la tech, tout ça. Et comme ça, ils seront en complète confiance. C'est important aussi d'avoir le cadre technologique de Exactement. réassurance, où tu Exactement. vois qu'il y a toute la documentation juridique qui est bien en ordre, qui est propre, qui a été bien rédigée. Il manque rien. Les gars, c'est des professionnels. Tu leur poses une question sur la fiscalité, ils te répondent. Ok. Tu vois, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé la réponse à toutes mes questions lors de l'entretien. Ok, mais c'est parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup Abdoul. C'est moi qui te remercie et À très bientôt très alors. vite. Génial. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode. Eh ben trop bien. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top.